Oui, merci de cette invitation et merci de votre présence. J'espère que je serai à la hauteur. Je précise, puisque vous l'avez évoqué, que je fais partie de l'association Boussole Europe, oui. Je ne suis pas membre du comité. En revanche, je suis membre du comité de l'association Autonomie Suisse, qui regroupe aussi des entrepreneurs, des entreprises, des indépendants, avec quelques UDC, mais aucun ténor UDC dans cette association, dans Boussole Europe non plus d'ailleurs. Ce sont des associations qui se sont créées à l'occasion pour combattre l'accord institutionnel qui a été abandonné par le Conseil fédéral, vous vous souvenez, et puis l'accord institutionnel 2, qui est en voie d'achèvement sur le plan des négociations et sur lequel nous voterons peut-être en 2026 ou en 2027 ou peut-être en 2028 après les élections fédérales. C'est le Parlement qui, in fine, en décidera. Voilà, je précise aussi que j'ai une approche de la politique européenne de la Suisse qui est peu identitaire. C'est pas sur ce plan-là que je me suis profilé depuis 30 ans, hein, parce que en 92, j'étais le seul journaliste en Suisse romande à être opposé à l'espace économique européen, le seul. Et aujourd'hui, je pense que je ne serai pas le seul à m'opposer à cet accord institutionnel. Donc, je pense qu'il y a une bonne évolution. Et je ne suis surtout pas le seul à avoir des préoccupations et des questionnements qui ne sont pas de l'ordre identitaire, mais plutôt d'ordre économique, en fait. Mais économique au sens large, c'est-à-dire qui renvoie évidemment aux conditions cadres de l'économie, qui renvoie au système politique suisse, qui a produit ces conditions cadres, et qui renvoie à l'autonomie juridique de la Suisse, et qui, in fine, renvoie aussi au succès économique de la Suisse, qui fait partie, qui est à peu près comme vous le savez, dans le peloton de tête d'à peu près tous les classements économiques du monde par pays, selon un certain nombre de critères. Voilà. J'ai cherché ce soir, je me suis préparé pour faire une expérience, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais essayer de parler de ce dossier du point de vue de l'Union européenne et pas du point de vue de la Suisse, ce qui est tout à fait inhabituel en Suisse. En général, c'est la politique européenne de la Suisse qui fait l'objet d'abord d'énormément d'informations. Vous pouvez aller sur le site de la Confédération et voir qu'il y en a, mais il y en a des milliers de pages, je pense, des milliers de pages d'explications sur cette politique européenne depuis plusieurs décennies. Si vous allez sur le site de la Commission européenne, sur la grande plateforme de la Commission européenne, et que vous faites des recherches sur la politique suisse de l'Union européenne, vous verrez que c'est pratiquement inexistant. Enfin, oui, enfin, il y a deux, trois choses très répétitives, très courtes, quelques communiqués de presse, voilà, avec toujours un peu la même formulation et un souci tout à fait évident de pas créer des problèmes, mais la réalité reflétée par ce constat, c'est surtout que la Suisse en fait est traditionnellement, chroniquement plutôt, dans l'angle mort de la politique de l'Union européenne. La Suisse ne pose pas vraiment de problèmes. Elle pose beaucoup moins de problèmes, apparemment, au premier degré, elle pose beaucoup moins de problèmes au hasard que la Hongrie, mais à l'Union européenne, à Bruxelles,
Donc, en fait, il n'y a pas de raison non plus d'en faire des tonnes sur le plan de l'information. Voilà. Est-ce que ça a toujours été le cas? Je me suis fait 2 pages de notes sur lesquelles il n'y a que des dates. Voilà. Et la première date, c'est 1973. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Ça a été l'adhésion à l'Union européenne du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande. Jusque-là, je ne veux pas dire qu'on est dans la préhistoire de mon histoire, mais jusque-là, on est dans une construction européenne d'après-guerre, dont le principal souci politique, géopolitique, est de faire survivre la France, l'Allemagne, l'Italie, ces grands pays qui se sont fait la guerre pendant tout le XXe siècle, de les faire exister face à l'émergence de grandes puissances d'États-continents que sont les États-Unis et l'Union soviétique, qui sont les 2 grands vainqueurs de l'Europe en réalité, qui sont intervenus et qui ont montré leur supériorité. À partir de ce moment-là, les Européens, qui ont quand même dominé le monde pendant plusieurs siècles, se posent des questions et voient dans quelle mesure on peut se mettre ensemble pour essayer de faire le poids face à cette nouvelle configuration. Et puis, dès le départ, il y a 2 tendances en Europe. On ne parle pas de l'Allemagne qui est dans une phase très, très douloureuse et très difficile, mais disons en gros en France et parmi les alliés de la France, il y a ceux qui pensent qu'il faut faire un marché commun, un marché qui soit comparable en taille aux États-Unis, par exemple, sur le plan du libéralisme. On ne parle pas de l'Union soviétique qui n'est pas libérale sur le plan économique. Et puis, il y a ceux qui sont plus ambitieux et qui pensent qu'il faut faire des États-Unis d'Europe et s'inspirer des États-Unis d'Amérique pour faire des États-Unis d'Europe. Alors, évidemment, avec beaucoup de langues différentes, hein, mais ce doit être possible. Et à l'époque, les ricanements disaient oui, mais en fait, ça va être une nouvelle Union soviétique avec des nationalités et des langues très différentes. Et puis, les pères de l'Europe qui étaient de cette école-là, c'est-à-dire faire une construction plus ambitieuse qu'un simple marché commun, disait que la langue n'était pas un problème. La preuve, c'est que la Suisse fonctionnait avec 4 langues nationales et que ça fonctionnait. Donc en petit, donc en grand, on a plus de langues, c'est normal, mais on va très bien s'en sortir comme ça. Bien. Donc et la Suisse parallèlement construit avec le Royaume-Uni, le Danemark et d'autres États l'AELE, l'Association économique de libre-échange. Et lorsque le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande rejoignent l'Union européenne, évidemment que ça restreint considérablement la zone de libre-échange qu'on a voulu. Et ça, c'était en 73. Voilà, 6 ans après, en 1979, la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque, crée ce qu'on a appelé le CACI de Dijon. Je ne sais pas si la formulation est bonne, créer le CACI de Dijon. Disons qu'à partir de 1979, on peut considérer que le marché commun est réalisé, en fait. C'est discutable, évidemment, on peut en faire une controverse, mais disons qu'à partir de 79, il y a une zone de libre-échange qui est plus qu'une zone de libre-échange, qui est un marché commun. Et en 1987, avec l'acte unique, la création, enfin la réforme du Parlement européen et
la consécration en fait d'une politique européenne. On quitte petit à petit le domaine économique pour s'élever au niveau politique et au niveau géopolitique. Et en 87, on sent bien que l'Union soviétique est un peu en bout de course. Donc ceux qui voient plusieurs années à l'avance se disent mais l'Union soviétique part un peu en déliquescence. Donc c'est l'occasion de relancer cette ambition d'États-Unis d'Europe et de faire un État qui soit comparable à terme à quelque chose comme les États-Unis d'Amérique. En 1989, c'est la chute du mur qui a quand même surpris pas mal de monde. Hein. Ça a été une surprise et le 3 octobre 1990, la réunification de l'Allemagne. Qu'est-ce que la réunification de l'Allemagne a changé par rapport à une situation qui est encore embryonnaire? En fait, avec la réunification de l'Allemagne, l'Union européenne s'est privée, je pense, c'est une analyse personnelle, s'est privée de la possibilité de faire quelque chose précisément qui ressemble aux États-Unis d'Amérique. Parce que, comme vous le savez, les États-Unis d'Amérique, et en ce sens, ils ont inspiré la Suisse, ont un système bicaméral égalitaire. C'est-à-dire que les États des États-Unis ont le même poids que le Congrès, que le peuple américain, et ils fonctionnent sur un pied d'égalité. Ce qui est le cas en Suisse aussi. Ça ne porte pas vraiment de nom, ce système égalitaire. Mais il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde, il n'y a pas beaucoup de fédérations dans le monde qui fonctionnent comme ça sur un plan égalitaire entre les États fédérés et puis la population. C'est pas du tout le cas de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, la Chambre des États en Allemagne, les États sont représentés en fonction de leur importance démographique. Et en fait, alors qu'il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la Suisse, et puis il y a le Brésil et l'Argentine, voilà, qui se sont aussi inspirés des États-Unis. Mais ça s'arrête là. Et après cette réunification allemande, on peut dire que ce n'était plus vraiment possible d'avoir un modèle de ce type-là, égalitaire, parce que l'Allemagne devenait trop importante en Europe. L'Allemagne, la France sont les deux pays les plus importants, et ni l'Allemagne ni la France ne seraient d'accord d'avoir dans une chambre des États deux voix, comme le Luxembourg, Malte et Chypre. C'est pas concevable. Et en plus, les Allemands, ils ont toujours vu un grand danger parce que n'oublions pas que Adolf Hitler n'a pas été élu par une majorité d'Allemands, mais par une majorité d'États. Donc ça a été une très mauvaise expérience en Allemagne, ce système égalitaire, et les Allemands avaient un problème avec ça. Bon. À partir de ce moment-là, il y a Jacques Delors, français, ancien ministre français, président de la Commission européenne, et sous son impulsion, il va y avoir une importante montée en puissance de l'Union européenne. C'est la préparation du traité de Maastricht avec une innovation très importante, c'est la citoyenneté européenne. À partir de 1992, le traité de Maastricht, de Maastricht, enfin je ne sais pas comment on prononce, les Néerlandais prononcent Maastricht, voilà, mais on peut dire Maastricht. À partir de ce moment-là, les Européens ont une citoyenneté européenne avec un passeport européen.
Et ils ont une nationalité qui est la nationalité de leur pays d'origine, allemande, français, etc. Donc, vous dites à un Européen, voilà, vous êtes citoyen européen et vous êtes de nationalité française. Et ça, tout sonne juste. Ça sonne juste et on a l'habitude de ça déjà depuis plusieurs décennies. Alors, vous souvenez, la plupart d'entre vous se souviennent de ce qui s'est passé en Suisse, dans cet important épisode, les États qui ne voulaient pas rejoindre l'Union européenne pour des raisons différentes d'un État à l'autre d'ailleurs, se sont évidemment demandé comment ça allait se passer pour eux. Et c'est là que Jacques Delors a eu l'idée de créer un espace économique européen, c'est-à-dire la possibilité pour ces pays de l'AELE de faire partie du marché européen, mais pas de l'Union européenne en tant qu'entité politique. Et ça s'est fait. Ça ne concernait plus beaucoup de pays, hein. Ça concernait la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse. Et pour les 3 premiers nommés, c'est passé un peu comme une lettre à la boîte, comme on disait dans le temps. Et pour la Suisse, il y a eu un vote populaire et comme vous le savez, de justesse sur le plan populaire, ça n'a pas passé et les cantons ont été majoritairement opposés. Voilà. Et c'est pour l'Union européenne, pour les Européens à Bruxelles, cet épisode n'a pas été du tout dramatique comme ça l'a été en Suisse. De toute manière, l'Union européenne et les Européens, a fortiori les fonctionnaires à Bruxelles et les entre guillemets dignitaires à Bruxelles, enfin tout ce qui compte à Bruxelles, étaient convaincus à l'époque que de toute manière la Suisse, comme les États qui ont rejoint l'espace économique, en particulier la Norvège et l'Islande, que ces États allaient un jour adhérer. Quand ils verraient les bénéfices que ça représente, quand ils verraient dans la pratique les avantages que l'Union européenne offre, c'était évident pour tout le monde que les Suisses allaient non seulement adhérer à l'espace économique européen, mais adhérer tout droit à l'Union européenne. Donc c'était une affaire de patience. On a commencé à s'intéresser un peu aux Suisses, mais enfin bon, on sait que ce sont des gens très folkloriques, hein, avec leur démocratie directe, qui est en général représentée sous la forme d'une Landsgemeinde. Hein. En Europe, quand on parle de démocratie directe, vous avez tout de suite l'image qui apparaît sur l'écran, c'est la Landsgemeinde. Enfin, les Européens sont nombreux, sont des millions et des millions à s'imaginer qu'en Suisse, on vote à la Landsgemeinde 4 fois par année. Donc, les Suisses qui sont des gens raisonnables, qui sont des gens très ouverts, qui ont cette réputation-là sur le plan économique en tout cas, sur le plan diplomatique aussi, allaient assez vite se rendre compte que l'Union européenne était une évidence. Voilà. Et quand les Suisses ont demandé d'avoir un statut un peu spécial pour compenser le fait de ne pas être dans l'espace économique et de négocier des accords bilatéraux, il n'y a pas eu trop de difficultés pour leur accorder ça et on s'est dit que ça allait les encourager à aller dans cette direction. C'était ce qu'on a appelé je ne sais pas si ce sont les Suisses ou les Européens qui ont utilisé ce terme pour la première fois, peu importe, mais ce qu'on a appelé la voie bilatérale. Cette fameuse voie bilatérale, c'était une voie bilatérale qui menait à l'adhésion. Et l'espace économique européen, de manière totalement explicite, hein, c'était pas sous-entendu ou latent, c'était tout à fait officiel, l'espace économique européen devait, en quelques années, progressivement, de manière progressive, mener les États
qui entraient à l'adhésion. Et donc, encore une fois, c'est une question de patience avec des États qui avaient des problèmes un petit peu particuliers et qui allaient très vite s'adapter. Le premier problème par rapport à ça, c'est qu'en 1994, les Norvégiens, qui ont parfois des référendums, après un long débat de 92 espace économique jusqu'en 94, pendant plusieurs années, les Norvégiens sont venus à un long débat sur la future adhésion à l'Union européenne, en sont venus à voter, et ils ont voté non. En fait, ils ont voté, ils ont refusé l'idée d'adhérer à l'Union européenne. Et ça, un autre référendum a été reconduit plusieurs années, je ne sais plus exactement à quelle année. Un autre référendum en Norvège a confirmé ce verdict. En fait, les Norvégiens n'étaient plus sur une voie multilatérale avec les États de l'AELE qui avaient adhéré à l'espace économique européen, c'est-à-dire Islande et Liechtenstein, n'étaient plus sur la voie multilatérale vers l'adhésion. Et l'Union européenne, encore une fois, n'en a pas fait un drame, hein. Ça a certainement été une déception. On a très peu j'ai fait des recherches, il y a très peu de documents à ce sujet, hein. Vous trouverez pas, je crois, un seul livre édité dans l'Union européenne fait par un professeur de droit ou de sciences politiques qui aurait signé une monographie sur les relations entre l'Union européenne et la Norvège, ou les relations entre l'Union européenne et la Suisse. Hein. Ça n'intéresse personne. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les préoccupations académiques. En Suisse, oui, beaucoup, mais dans l'Union européenne, il y a certaines choses qui ont été faites, mais vraiment des articles et ce genre de choses. Voilà. Et donc on en est en 94, la Norvège fait faux bond, et puis on continue comme ça un peu par inertie, en attendant que après il y a l'euro qui doit être introduit et en 2000. Donc l'euro va provoquer quelque chose de tellement positif et spectaculaire sur le plan économique que les Norvégiens et les Suisses, que ce soit de manière multilatérale ou bilatérale, peu importe, vont se rendre compte qu'on peut pas rester à l'écart de ces institutions-là. Voilà, l'euro a été introduit la même année où nous avons en Suisse voté sur les bilatérales 1, qui avait fait en 2000, qui avait fait l'objet de longues négociations et qui reprenait pas mal d'éléments de l'espace économique européen, mais pas trop, mais surtout qui reprenait la libre circulation des personnes. Et en fait, dans les relations entre la Suisse et l'Union européenne, le vrai problème depuis 30 à 40 ans, c'est la libre circulation des personnes. Le reste, les Suisses pourraient s'en accommoder, il y aurait pas complètement, hein, mais c'est surtout là autour de la libre circulation des personnes qu'il y a une crispation chronique. Et les accords bilatéraux 1 en 2000 sont acceptés en vote populaire par une majorité des cantons et par une confortable majorité du peuple. Et sur le sujet de la libre circulation des personnes, vous connaissez cet écart dont on a beaucoup parlé entre les prévisions d'immigration européenne nette en Suisse, annuelle chaque année, et la réalité.
pour que les Suisses acceptent les bilatérales. Un, dont le gros morceau était la libre circulation, le Conseil fédéral a bien expliqué qu'il n'y aurait pas plus de 10 000 Européens chaque année qui émigreraient en Suisse net, c'est-à-dire en comptant ceux qui partent, enfin ceux qui restent. Et ensuite, chaque année, il y a ceux qui restent et ça s'accumule, voilà. Et puis, Économie Suisse, la grande organisation économique, disait le Conseil fédéral est beaucoup trop pessimiste, ça n'ira pas jusqu'à 8 000. Voilà. La réalité, c'est que depuis que la libre circulation des personnes est en vigueur, complètement en vigueur, c'est-à-dire 2007, ça a été un peu plus tardif que les autres bilatérales, on a en Suisse une immigration européenne nette moyenne de 48 000 personnes. 48 000 Européens chaque année qui se sont accumulés en 17 ans. Et puis, le fait qu'on doive accepter tous les Européens a eu pour conséquence qu'on a été plus restrictif sur les non-Européens. L'immigration extra-européenne. Et cette immigration extra-européenne s'est stabilisée à peu près à une moyenne de 20 000. 20 000 personnes par année, une immigration économique. Je ne parle pas des requérants. La question des requérants d'asile, c'est en plus, c'est à côté. Voilà. Et évidemment, cette question de libre circulation des personnes a commencé à créer une ambiance, une assez mauvaise ambiance en Suisse. Les Européens s'en sont rendus compte et les Européens n'ont jamais vraiment su comment manager, entre guillemets, ce problème. Et les bilatérales sont entrées en vigueur en 2002, la libre circulation des personnes complète en 2007. Et puis, en 2001, tout projet d'adhésion à l'Union européenne est tombé à l'eau à la suite d'un vote populaire qui a rejeté l'initiative Oui à l'Europe, qui venait du nouveau mouvement européen suisse, avec une confortable majorité à 70%. Les Suisses ont dit non, on ne veut pas adhérer à l'Union européenne. Et alors que c'était l'objectif de la politique européenne de la Suisse, du Conseil fédéral et du Parlement, d'une certaine manière, depuis 1992. C'était l'objectif de la politique européenne à Berne. Et ça va le rester jusqu'en 2005. Il faudra attendre 2005 pour que le Conseil fédéral déclare que l'adhésion à l'Union européenne n'est plus un objectif, c'est une option parmi d'autres. Mais la demande d'adhésion de la Suisse va rester valable dans des tiroirs à Bruxelles jusqu'en 2016, c'est-à-dire jusqu'au Brexit, mais on va y revenir. Et à partir de ce moment-là, l'adhésion à l'Union européenne n'est plus vraiment sous-jacente au débat politique qui a continuellement en Suisse, mais on continue à parler de la voie bilatérale. Mais c'est une voie bilatérale qui mène, c'est une voie en soi. Elle mène, c'est une voie simplement bilatérale par opposition à multilatérale. Plus personne ne sait très bien ce que ça veut dire. En 2004, on adopte les accords bilatéraux 2 avec Schengen-Dublin, ce qui est le gros morceau. L'UDC, évidemment, il s'agit de libre circulation des personnes aussi en un certain sens. Schengen-Dublin, c'est la libre circulation des personnes aux frontières. Tandis que la libre circulation des personnes des accords bilatéraux 1, c'était la libre circulation, le libre accès réciproque au marché du travail.
ce qui est très différent. Donc l'UDC va s'opposer à ces accords de bilatéraux 1. Juste en passant, l'UDC s'était pas opposé aux accords bilatéraux 1. Pardon. L'UDC va s'opposer au bilatéral 2 en 2004. L'UDC s'était pas opposé en 2001. Quelques ténors de l'UDC s'étaient opposés. Oui, les ténors historiques que sont Blocher, Walter Frey, Fischer, ben oui, ils étaient contre, mais officiellement, l'UDC était pour parce que l'UDC avait la garantie du Conseil, enfin, ce qu'elle considérait comme une espèce de garantie de la part du Conseil fédéral que l'immigration n'irait pas au-delà de 10 000 Européens par année. Donc tout va bien. Les Européens constatent qu'il n'est plus question d'adhésion à l'Union européenne. Ils continuent de penser que ça va évoluer et que ces pays qui n'ont toujours pas adhéré vont finir par adhérer parce qu'ils vont se rendre compte que qu'il y a quand même des gros avantages. Et en 2005, il se passe une chose qu'on a passablement oubliée, mais qui est fondamentale dans cette histoire, c'est le vote sur la Constitution européenne. Souvenez-vous que il y avait un projet de fédéralisation de l'Union européenne, d'en faire un vrai État fédéral avec une Constitution européenne. Un État fédéral qui n'était pas égalitaire, dans lequel les États avaient des voix selon leur démographie, mais avec un vrai parlement, avec une vraie chambre des États, dans lequel il y a une transparence des décisions, c'est-à-dire que les gens votent et on peut compter les voix. Ce qui n'est pas tellement le cas dans le Conseil européen aujourd'hui. Conseil européen où les États sont tous représentés avec un représentant. Mais il n'y a pas vraiment les décisions se prennent sans que ce soit formalisé. On ne sait jamais très bien qui a voté pour, qui a voté contre et comment ça s'est fait. Les débats ne sont pas publics, etc. Bon, à partir de ce projet a coulé parce que les Français en ont fait un référendum et que les Français ont refusé ce projet. Alors que c'était Giscard d'Estaing, ancien président de la République, qui était le pilier du projet. En fait, les Français, le fédéralisme, ça leur parle pas beaucoup. En tant que Français, parce que la France n'est pas une fédération, contrairement à l'Allemagne, par exemple, ça leur parle pas beaucoup parce que l'Angleterre non plus, les Anglais, ça leur parle pas beaucoup le fédéralisme, mais surtout les Français ont perçu la fédéralisation comme une perte d'influence de la France. En fait, pour la France, l'Union européenne, c'est des alliés de la France avec d'autres alliés qui viennent des alliés de la France et des alliés de l'Allemagne, mais c'est pas, ils le conçoivent pas comme une fédération au sens classique du terme. Donc, et puis les Néerlandais aussi ont voté contre ce projet de constitution européenne. Ok. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé dans l'Union européenne. À partir de ce moment-là, les États-Unis d'Europe n'étaient plus ce projet, ce terme auquel on aspirait. C'était plus, on n'était plus dans une construction européenne qui devait un jour aboutir à un État fédéral comparable, plus ou moins comparable aux États-Unis d'Amérique. On pouvait plus envisager d'aller dans cette direction parce que de toute évidence, à l'occasion des débats qui ont eu lieu dans toute l'Europe et du référendum en France, on a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas vraiment une volonté populaire d'aller dans ce sens-là et que c'était difficile de le réaliser uniquement par la volonté des gouvernements et des États. Donc à partir de ce moment-là, les Européens à Bruxelles et à Strasbourg ont
on commençait à se dire que en fait l'Union européenne était réalisée. Il y avait plus, on n'était plus dans une phase transitoire vers quelque chose de définitif. Le définitif, on y est, voilà. Qu'est-ce que l'Union européenne? Eh bien, c'est une association sui generis. C'est la définition officielle. Ce n'est pas une confédération, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas une union comme l'union comme les États-Unis, c'est pas une union comme l'Union soviétique, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est sui generis, c'est spécifique. C'est un modèle qui n'existe pas ailleurs, qui n'existe que là, en Europe. C'est une association d'États dans lesquels les États gardent leur souveraineté, en tout cas partielle, et puis sur lequel se superpose un État qui n'est pas un État fédéral, mais qui est l'Union européenne, l'État, comment appeler ça, l'État fédéral, non, l'État central, non, enfin, l'Union européenne, voilà, avec sa commission, son conseil européen, son conseil des ministres, etc. Voilà. Et la relation à la Suisse, à partir de ce moment-là, va évoluer dans un sens beaucoup moins attentiste. Attendons que les Suisses aient envie d'adhérer, mais de manière plus de manière un peu plus, entre guillemets, directive. C'est-à-dire que l'Union européenne est réalisée, la Suisse n'en fait pas partie, la Norvège non plus, et la Norvège on peut faire avec, parce que la Norvège c'est un petit peu dans la périphérie de l'Europe quand même, sur le plan géographique. C'est au nord, et puis la Norvège a une grande façade atlantique, et c'est un pays qui est un peu dans les bords de l'Union européenne. La Suisse, c'est un peu différent. La Suisse, c'est quand même très différent. Oui, disons-le. La Suisse est enclavée, elle est au milieu. Elle est enclavée entre l'Allemagne, la France, et l'Italie et l'Autriche. Voilà. Donc, quand dans le monde vous regardez la carte de l'Europe, par exemple si vous êtes chinois, eh bien vous mettez vos lunettes, puis vous voyez une espèce de pétole au milieu, et vous vous dites mais pourquoi ils sont pas dedans? Et la réponse, certainement la plus fréquente, ils sont pas dedans parce que vous voyez ils sont en tête de tous les classements économiques, donc en fait, ils n'ont pas besoin d'aller dedans parce qu'ils s'en sortent mieux. Ils s'en sortent mieux que les États de l'Union européenne. Donc, pourquoi est-ce qu'ils seraient dedans? Ils veulent pas y aller. Et puis voilà, et ils ont peut-être bien raison. Et ça pose un problème de crédibilité considérable à l'Union européenne. C'est vis-à-vis de l'étranger. Si l'Union européenne est ce que les Européens aimeraient que ce soit, c'est-à-dire quelque chose de supérieurement positif, il faudrait au moins que ce le soit pour les Suisses aussi. En plus, il y a tous ces discours qui reviennent chaque fois qu'un dignitaire, entre guillemets, j'aime bien ce terme, mais je sais que ça correspond pas exactement à la définition, mais chaque fois qu'un dignitaire européen met les pieds en Suisse, beaucoup moins maintenant, hein, mais pendant des décennies, la première chose qu'il disait, c'est que la Suisse était un modèle pour l'Europe. En fait, c'était une petite Europe. C'était une manière de convaincre les Suisses que, en adhérant, ils n'allaient pas changer de nature. Au contraire, ça allait être une espèce de cerise sur le gâteau. Et que dans toute l'Union européenne, on s'en féliciterait comme un aboutissement. Cet État qui, depuis 200 ans, n'a pas fait de guerre, 150 ans, disons pas de, faut demander au général Dufour, il y a quand même eu une petite guerre civile, mais
mais avec cette continuité et cette stabilité, vous êtes un modèle et on a besoin de vous. On a entendu ça pendant des années, pendant des décennies, on l'a entendu. Ce discours a un petit peu disparu. Parce que dans les années après le rejet de la Constitution européenne, à la fin des années 2000 et dans les années 2010, à l'intérieur de l'Union européenne, un phénomène a commencé à se développer qu'on peut appeler le populisme. Alors, on ne va pas avoir un débat ici ce soir sur ce qu'est le populisme et ce que n'est pas le populisme, mais disons, j'utilise comme un terme générique. Dans beaucoup de pays d'Europe, des mouvements ou des partis populistes se développent et ils ont tous un discours plus ou moins eurosceptique. Ils ont tous, beaucoup ne veulent pas quitter l'Union européenne. Par exemple, les Hongrois, que vous connaissez bien parce qu'on en parle souvent, en Hongrie, l'idée de quitter l'Union européenne, elle est inexistante. Hein. Enfin, elle est pratiquement inexistante. Les Hongrois veulent être dans l'Union européenne et ils veulent qu'on les respecte dans l'Union européenne. Et historiquement, ils savent comment faire, puisque j'en reparlerai peut-être tout à l'heure au moment des questions. Ils savent très bien comment faire, parce que dans l'Empire austro-hongrois, ils savaient très bien comment se faire respecter. Hein. Et c'était un empire de 17 nationalités différentes avec une vingtaine de langues. Et les Hongrois savaient très bien comment se faire respecter. Ils veulent se faire respecter comme ça dans l'Union européenne. Ils ne veulent pas du tout quitter l'Union européenne. Donc, en fait, le problème dans cette phase-là, c'est que tous ces mouvements populistes en Europe, qui détestent Bruxelles, qui détestent l'Union européenne en tant que telle, ne cessent de dire « Regardez la Suisse, regardez, ils sont pas dedans, regardez où ils sont dans les classements économiques, ils sont en tête partout. » Ben alors, ils peuvent faire sans, nous aussi on pourrait faire sans, et c'est pas en renforçant l'Union européenne et en alourdissant les contraintes législatives sur l'Union européenne qu'on va arriver à faire aussi bien que les Suisses, c'est plutôt en faisant le moins possible. Donc, ça a commencé à poser un sérieux problème de crédibilité, non pas vis-à-vis de l'extérieur et des Chinois, mais à l'intérieur. La Suisse pose un problème de crédibilité à l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, en fait, à partir de cette phase-là, dont le premier aboutissement a été le Brexit. Hein. Le Brexit, c'est un mouvement populiste qui a réussi à sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Ça a été un traumatisme pour l'Union européenne. Dont elle ne s'est pas encore complètement remise. Voilà. Donc, à partir de cette phase-là, pour l'Union européenne, l'existence de la Suisse avec ce bilatéralisme helvétique qu'on s'est mis à détester à Bruxelles n'est plus, c'est plus une perspective, c'est plus une option. On a décidé progressivement à partir de ce moment-là, à partir du Brexit en gros, on a... Bon, d'abord, les Anglais étaient dehors, donc c'était encore plus facile, hein, parce que l'Angleterre, comme vous le savez probablement, l'Angleterre a toujours été un allié pour la Suisse, une sorte d'allié, en tout cas, avec des hauts et des bas, mais il y a toujours eu une proximité entre l'Angleterre et entre le Royaume-Uni et la Suisse. Donc à partir de ce moment-là, le discours change complètement. À partir de ce moment-là, vous pouvez regarder les documents, vous pouvez regarder les articles de presse si vous les gardez. J'espère que vous les gardez. À partir de ce moment-là, pour les Européens, le terme accès au marché, qui était le terme consacré, hein, les accords bilatéraux étaient un pas en avant dans l'accès réciproque au marché. En réalité, c'est pas ça, c'est des facilitations non tarifaires
très légère, limite insignifiante, hein, mais c'est pas le sujet ce soir. Bref, à partir de ce moment-là, les Européens ne parlent plus d'accès au marché dans leur relation avec la Suisse. Ils parlent de participation au marché. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez regarder le terme qui est employé en allemand, le terme qui est employé en anglais, ça se recoupe très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est participation au sens de faire partie de. Les Européens considèrent aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, que la Suisse fait partie du marché européen. L'économie suisse fait partie du marché européen. L'élément clé dans ce changement de perspective, ça a été la libre circulation des personnes, parce que la libre circulation des personnes, c'est l'acceptation de la première liberté économique aux yeux des Européens, la première des 4 libertés économiques, la libre circulation des personnes, qui vient en premier dans les discours officiels. Dans les discours non officiels, elle vient en dernier, mais dans les discours officiels, elle vient en premier. La libre circulation des personnes, des capitaux, du travail et des services. Ce sont les 4 libertés du marché européen. Et en fait, avec la libre circulation des personnes, la Suisse est compatible avec ces 4 libertés. Et elle, en réalité, de facto, de fait, on peut dire que la Suisse fait partie du marché européen. L'économie suisse fait partie du marché européen. Et en 2019, une fondation allemande qui s'appelle la fondation Bertelsmann, qui fait des études, entre autres économiques, a fait une étude pour établir quelles étaient les régions d'Europe, non pas par État, mais par région, quelles étaient les régions d'Europe qui bénéficiaient le plus du marché commun, du marché unique, du marché européen. Et en fait, il se trouve que les régions qui bénéficient le plus, c'est la Suisse. Ouais, voilà. Oui, parce que la Suisse est très exportatrice. Et en fait, dans le modèle économique de la fondation Bertelsmann à cette occasion-là, plus vous êtes exportateur, plus vous bénéficiez du marché européen. C'est aussi simple que ça et aussi évident que cela. Donc, cette étude de la fondation Bertelsmann a été citée et recitée en nombre incalculable de fois du côté de Bruxelles s'agissant de la Suisse, pas entre Européens, mais s'agissant de la Suisse avec les Suisses, les Européens viennent dire, mais regardez cette étude de la fondation Bertelsmann, c'est vous qui bénéficiez le plus du marché. Parce qu'en fait, vous en faites partie. Vous faites partie du marché européen. Et si vous en faites partie, vous devez en respecter les règles. Donc, en fait, le droit économique européen, vous devez le respecter. Et le discours des Européens, quand je dis les Européens, c'est Bruxelles, hein, en particulier de Michel Barnier, qui était le chef négociateur de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Michel Barnier, à l'époque, pendant des années, il a développé tout un discours sur le fait que même si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, de facto, l'économie britannique faisait partie du marché européen et qu'il était normal que les Britanniques gardent le droit économique parce que sinon, les entreprises britanniques livrent aux entreprises européennes une concurrence déloyale. Et ce discours sur le Royaume-Uni a été déplacé sur la Suisse et on a commencé à parler de la Suisse de la même manière. Évidemment que les Suisses ont un succès économique spectaculaire. Ils n'ont pas besoin, les entreprises n'ont pas à appliquer toute la législation économique de l'Union européenne
les centaines de directives, règlements, décisions, etc. venant de Bruxelles chaque année. Alors évidemment que vous êtes bien meilleur sur les marchés mondiaux et que vous êtes bien meilleur à l'exportation. Et en fait, vous pouvez regarder dans les plus récents documents, par exemple les communiqués de presse de l'Union européenne sur la reprise des négociations au début de cette année, etc. Chaque communiqué de presse concernant la Suisse, il y en a 4 ou 5 ces 2 dernières années, rappelle les objectifs de l'Union européenne. Premier objectif de l'Union européenne avec la Suisse, protéger les ressortissants européens en Suisse. Ben oui, ils sont 1 400 000. Il y a 1 400 000 Européens domiciliés en Suisse, sans compter les binationaux, uniquement européens. 1 400 000. C'est une grosse minorité. C'est un multiple de la minorité tessinoise italophone que nous connaissons et que nous aimons en Suisse. C'est une importante minorité et il est du devoir de l'Union européenne de protéger les Européens en Suisse et de faire en sorte que les Européens ne soient pas discriminés d'aucune manière par rapport aux citoyens suisses. On ne parle pas des citoyens des pays extra-européens, ça c'est pas la question, mais par rapport aux citoyens suisses. Les Européens en Suisse doivent avoir les mêmes droits. On ne parle pas de droit politique aujourd'hui, ils n'auront pas le droit de vote, mais par exemple le droit de vote sur le plan communal, il y a une directive qui est en train de se préparer à Bruxelles, dont le but est de faire en sorte que tous les Européens puissent avoir le droit de vote au niveau communal dans toute l'Europe. La Suisse sera comprise dedans, je peux vous le dire à l'avance. C'est pas un fact, c'est pas un fait parce que c'est une prévision, mais j'ai aucun doute là-dessus, ça fera partie des dispositions institutionnelles que la Suisse s'engage à reprendre dynamique, comme on dit, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'elles seront produites. Premier objectif, protéger l'importante minorité européenne en Suisse. Deuxième objectif, faire en sorte que les entreprises suisses livrent une concurrence loyale aux entreprises européennes sur les marchés mondiaux. Voilà, et en particulier sur le marché européen. Ce sont les deux objectifs répétés, explicités de l'Union européenne qui tiennent en une phrase en fait. Et l'Union européenne, pour ce faire, a engagé des négociations institutionnelles avec la Suisse, qui ont commencé en 2013 à la demande de l'Union européenne. Et ensuite, je vois que Geneviève Bruletti, parce que je sais ce qu'elle va me dire, depuis 2008, l'Union européenne était demandeuse. Elle disait cette voie bilatérale, maintenant qu'elle mène plus nulle part, qu'elle mène pas à l'adhésion, il faut qu'on discute de à quoi elle mène, et puis elle ne peut mener qu'à l'adoption par la Suisse l'adhésion à un certain système institutionnel. Voilà. Et en 2013, le conseiller fédéral Burkhalter, chef du département des affaires étrangères, va solliciter l'Union européenne justement pour discuter de l'institutionnel, et ce sont les négociations qu'on a connues. Et là, je vais m'arrêter parce que je crois que l'actualité plus récente, je pense que vous êtes au clair là-dessus, le résultat de ces négociations institutionnelles, en fait, en quoi consistent ces négociations institutionnelles à l'origine sur 5 accords des bilatérales, dont la libre circulation des personnes. La Suisse s'engage à reprendre tout le droit économique, passé, présent, futur. Voilà. Donc, le marché du travail deviendra effectivement partie du marché du travail européen, non seulement de facto, mais de jure,
c'est-à-dire sur le plan institutionnel, sur le plan juridique. Voilà. Et c'est aussi le cas sur 4 autres accords. Et puis, quand le résultat de ces négociations est arrivé sur le bureau du Conseil fédéral quelques semaines plus tard, la confédération du Conseil fédéral s'est retrouvée, ce qui est assez rare, où on a 4 plutôt eurosceptiques et 3 plutôt euroconformistes. Et en général, la majorité est dans l'autre sens. C'est 4 et 3, mais dans l'autre sens. Aujourd'hui, par exemple, on est dans l'autre sens. Mais là, quand Karin Keller-Sutter a remplacé Schneider-Hammann, je crois, au Conseil fédéral, si je me souviens bien, Schneider-Hammann, oui. En fait, elle a remplacé en euroconformiste et elle-même est plutôt eurosceptique. Donc ça a fait basculer la majorité. À ce moment-là, l'accord institutionnel qui devait être ratifié par le Parlement, à la suite d'un grand débat, ensuite en votation populaire, a été bloqué. Voilà. Et ensuite, il y a eu un changement au Conseil fédéral 2 ans plus tard. Et quand Elisabeth Baumschneider a remplacé Berset, eh bien Berset, qui était passablement depuis pas mal d'années sous influence de la gauche syndicale, eh bien à ce moment-là, la majorité a passé de ce côté et on a relancé des nouvelles négociations avec l'Union européenne qui exigeait que ce soit fait en une année. Ce qui était complètement surréaliste. Il faut des années pour mettre d'accord les Suisses et les Européens. Et tout d'un coup, en une année, on doit se mettre d'accord. Mais en fait, c'est pas difficile à comprendre puisque il y a pas tellement à négocier. Il y a juste à négocier quelques exceptions. Mais pour le reste, la Suisse reprend le droit européen. C'est tout. Voilà. Et puis, alors, et je finirai là-dessus. C'est un peu mon cheval de bataille. Hein. J'ai l'impression de le répéter souvent. L'argument des euroconformistes consistant à dire mais attendez, typiquement Économie Suisse, l'organisation Économie Suisse, attendez, ça porte sur 8 accords bilatéraux, 3 bilatéraux à 1 et puis 3 nouveaux accords bilatéraux, électricité, santé, etc. Ça porte sur 8. Et il y en a 130 des accords bilatéraux. Bon, alors il y a l'accord de libre-échange de 72, qui est en fait l'accord qui permet à l'économie suisse d'accéder au marché européen, mais le reste, c'est beaucoup des accords techniques et des accords, il y a même des accords qui sont de pure mise à jour d'accords, par exemple de l'accord de libre-échange. Ce sont des accords techniques, mais ok, ça fait... C'est fermé. On vote pour la reprise du droit européen dans ces 8 accords, mais ensuite, c'est terminé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a une clause que l'on trouve dans tous les documents, que l'on trouve sur plusieurs pages dans l'accord institutionnel qui a été abandonné, et que l'on trouve dans le Common Understanding, qui est la base des négociations actuelles, c'est le point 11 du Common Understanding, qui précise que tous les accords, toutes les discussions futures entre l'Union et la Suisse, sur n'importe quel sujet, en tout cas économique, au sens large, ne peut avoir lieu que sur la base de la reprise du droit européen. Et l'Union européenne a déclaré à plusieurs reprises, solennellement, qu'il n'y aurait plus, dans les accords existants bilatéraux entre la Suisse et l'Union, typiquement l'accord de libre-échange de 1972, qu'il n'y aurait plus de mise à jour de la part de l'Union européenne. L'Union européenne ne veut plus de mise à jour des accords. Elle veut que chaque fois qu'il y a quelque chose à discuter sur un accord existant, eh bien, on reprend tout l'accord, c'est une révision, et on l'aligne sur le droit européen. Voilà où l'on en est. Et cela signifie que aux yeux des Européens, je dirais que dans un horizon de 10 ans ou de 12 ans,
l'intégralité de l'économie suisse, y compris le marché du travail, devrait être régie par le droit européen. Et puis, ce qui sera ma vraie conclusion, c'est que une fois qu'on aura fait ça et que ça fonctionnera, eh bien, la question de l'adhésion va à nouveau se poser. Et puis, les Européens, ils comptent bien. Hein. Les Européens, ils comptent bien parce qu'ils aimeraient vraiment que la Suisse, que la tâche qui est au milieu de l'Europe occidentale disparaisse. Pas que la Suisse disparaisse, hein, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est que la tâche disparaisse. Donc, quand les Suisses auront plusieurs années de pratique où tout leur droit est européen, adapté, enfin, comme dans les autres pays de l'Union européenne, bah, ils vont forcément dire, alors pourquoi on ne peut pas co-décider? Pourquoi est-ce qu'on n'a personne au Parlement européen pour... voilà. Et puis, pourquoi on n'a pas un commissaire européen à Bruxelles qui s'occuperait d'un ministère, en guillemets, voilà. Donc, c'est absurde, c'est anti-souverainiste au possible. Il faut qu'on change ça et il faut qu'on adhère à l'Union européenne. Les Européens comptent là-dessus. Ils sont pas pressés, hein, mais ils sont plus pressés qu'avant. Voilà. Et la démonstration de cela, disons, c'est que pour le mouvement le nouveau mouvement européen suisse, par exemple, qui est une organisation adhésionniste, et c'est pas la seule organisation adhésionniste, il y en a d'autres, mais pour tous les adhésionnistes, canal historique qu'on a en Suisse, tout ce qu'on demande aux Suisses d'accepter aujourd'hui, eux sont les meilleurs défenseurs. Ils sont les meilleurs défenseurs de l'accord institutionnel. Ils sont les meilleurs défenseurs des accords bilatéraux institutionnalisés. Et on a envie de leur dire, mais attendez, si c'est tellement formidable, ben, une fois qu'on aura accepté tout ça, on parlera plus d'adhésion. Ce sera tellement formidable que l'adhésion enfin, plus personne n'en aura besoin. Et ben, à leurs yeux, non, justement, il faut qu'on aille d'abord progressivement et de facto pour ensuite voter sur la phase finale qui sera l'adhésion et qui s'y opposera. Voilà, je vous remercie de votre attention.